la garde partagée, légalement partagée, mais à la fin... Merci à tous. Alors la science a montré, mais désormais on pourrait déjà dire démontrer les conséquences de liées à la séparation parentale, à la perte d'un parent, sur la santé des enfants et des adultes. Alors dans la grande littérature internationale, nous pouvons classifier ces dommages dans deux catégories. La première, c'est pour les anglo-saxons la parental loss, la perte d'un parent. Et la deuxième, se provenant des difficultés rencontrées pendant l'enfance, et ça pour les anglo-saxons, il s'agit de childhood adversity. En vérité, la parental loss peut être comprise dans les childhood adversity, mais plusieurs auteurs préfèrent la considérer à part pour ses péculiarités et je me conforme à ça. Le childhood adversity inclut beaucoup de situations. Ils sont les chronic stressors pour les anglo-saxons. Ça signifie... Excusez-moi, j'essaie de régler le son. Comment vous voyez? Ça va mieux? Ça va mieux. Comment vous voyez? Il y a plusieurs situations. Ça va mieux. Mais je peux continuer. Il y a même la diapo, vous pouvez voir. Il y a le conflit familial, la séparation des parents, la négligence des soins aux enfants, mais également des situations qui n'ont pas une corrélation directe avec la séparation des parents, comme l'éducation parentale faible, la santé mentale précaire des parents et même la pauvreté. Et les expériences traumatiques aiguës, la violence verbale, psychologique, physique, maladie grave et chronique, par exemple un enfant qui tombe malade de leucémie à 3 ans, il entre dans une situation de childhood adversity, et l'exposition à la violence domestique. Alors, le problème, c'est très important d'un point de vue épidémiologique, car seulement en Europe, il y a à peu près 10 millions de mineurs qui sont enfants de couples divorcés. Et c'est très intéressant de voir que les conséquences de ce divorce, ça on ne le savait pas il y a 10 ans, peuvent se manifester seulement 10, 20 ou même 30 ans plus tard. Il y avait une psychologue américaine très fameuse, Madame Etherington, laquelle disait que des vrais problèmes frappaient seulement les 20% des enfants des couples divorcés, mais elle considère seulement les problèmes d'un point de vue psychologique. Et ceci est seulement les problèmes qui se vérifiaient dans peu d'années après le divorce. En réalité, les problèmes peuvent arriver après des dizaines et dizaines d'années, et pas seulement dans un champ psychologique, mais comme on va voir, même dans un champ biomédical et social. Par exemple, il y a une association de niveau très haut de cytokines avec les childhood adversity dans un échantillon de jeunes adultes. On a trouvé cette association de jeunes adultes sains en suggérant que ces altérations peuvent précéder de beaucoup d'années le développement de malaises corrélés au stress, maladie psychiatrique, maladie inflammatoire chronique. Et par exemple, il y a 10 ans, qui pouvait suspecter, qui pouvait hypothéser qu'une arthrite rhumatoïde, qu'une colite ulcéreuse pouvait être corrélée avec la séparation des parents. Très intéressant cette recherche sur la parental loss, sur la perte d'un parent. On va voir, la perte parentale peut être corrélée pour les sujets avec une prédisposition génétique au risque d'avoir crise de panique dans l'âge adulte. Très intéressant cette recherche en Angleterre où on a démontré une augmentation de la protéine C-réactive chez les enfants dont les parents se sont séparés. Je n'ai pas la preuve du contraire. Mais cette étude a été menée dans l'Angleterre, qui est un pays monoparental. Ce serait très intéressant de mener la même étude dans la Suède, où les 70% des enfants passent après le divorce des parents à peu près le même temps avec le père et la mère. Bon, la protéine C-réactive est corrélée avec le diabète 2, la maladie coronarienne et la dépression durant l'âge adulte. Très intéressant l'effet sur le niveau de cortisol, qui c'est l'hormone du stress. Le niveau de cortisol augmente après la perte parentale ou après le childhood adversity, mais nous avons vu que la perte parentale c'est une variété de childhood adversity. Même en absence de psychopathologie. Il y a effectivement une action sur l'axe hypothalamo et hypophyse surrénalien.
Le bas niveau d'ocytocine qu'on peut trouver dans les situations de child adversity est lié à la dépression et à l'anxiété. Mais l'ocytocine, c'est même l'hormone de l'empathie, de l'amour. Et ça pourrait expliquer les problèmes qu'un enfant qui vient d'une séparation difficile de ses parents, les difficultés qu'il peut rencontrer dans une relation avec l'autre sexe. Mais on parle de la santé, mais la mode de garde a quelques influences, a une importance. Alors voyons cette grande recherche, et je vous en prie, regardez les numéros de dimensions de la recherche, 150 000 enfants, 12 et 14 ans. On a trouvé ensuite que les enfants en garde sont en recherche gouvernative, que les enfants en garde alternée avaient moins de problèmes psychosomatiques que les enfants qui vivaient principalement, mais exclusivement chez un parent. Mais ils montraient plus de symptômes que les enfants chez les familles intactes. Et cette autre recherche, très importante et très vaste, alors sur la satisfaction de vie, une étude publiée par Children's Society avec la supervision de l'Organisation mondiale de la santé. Et si vous voyez, elle a été menée sur 184 000 mineurs de 36 pays industrialisés suisses inclus. Alors, on montre que les mineurs 11, 13, 15 ans qui vivent en résidence alternée ont un plus haut niveau de satisfaction de vie comparé aux autres modes d'hébergement, très proche de celui des enfants vivant dans la famille nucléaire. Et ça, c'est une situation que nous trouvons presque constamment dans la grande littérature. Et les enfants qui se portent mieux sont les enfants en moyenne qui vivent dans une famille intacte. Mais tout de suite après arrivent les enfants qui vivent dans une situation de garde physiquement partagée et de résidence physiquement partagée. Et après, il y a des enfants qui vivent avec une grande prévalence chez un parent. Je remarque qu'au-dessous de chaque diapo, il y a la référence bibliographique, il y a la bibliographie. Alors, très intéressant, même cette recherche menée sur 15 028 enfants, 11, 13 et 15 ans, a montré une influence positive de la garde alternée sur l'éventuelle utilisation des drogues, tabac, alcool, utilisation, mais surtout sur la détresse mentale. Ça, c'est un aspect nouveau, une chose nouvelle que je vous montre en action sur les chromosomes. On a démontré que les child adversity peuvent endommager la portion terminale télomérique du chromosome, qui a la fonction de protéger les chromosomes pendant la vie. Et ça cause une augmentation de l'impact de chronic stress pendant la vie. Ça signifie qu'il y a une action directe du milieu sur les chromosomes. Ça signifie que les chromosomes peuvent être modifiés et que la personne qui est affectée par cette situation peut même transmettre la modification aux enfants. Alors, une petite réflexion sur la dernière diapo. Vous ne devez pas la faire maintenant, mais peut-être ce soir en fond d'un verre de fondant. Vous vous rappelez les modèles de Darwin et les modèles de Lamarck. Vous vous rappelez l'histoire de girafe. Avait gagné Darwin, mais si vous allez dans la biologie ultrastructurelle, nous voyons que l'action directe du milieu existe vraiment, et en effet, dans la biologie ultrastructurelle, on voit que les modèles de Lamarck reviennent en force. On ne doit pas être étonné, puisque nous avons beaucoup d'évidence, vraiment beaucoup chez les animaux, mais même les primates aussi, les singes par exemple, des effets organiques de la perte parentale et du stress. La majorité des études portent sur les conséquences de la perte de la mère, mais maintenant il y a beaucoup d'études sur les conséquences de la perte du père. Il s'agit d'animaux plus ou moins monogames, mais surtout avec une garde biparentale de la progéniture. Mais c'est suffisant de penser que les 92 des oiseaux sont en moyenne monogame et à garde biparentale de la progéniture. Parmi une multitude de recherches, je vous montre, j'ai choisi cette recherche, l'absence du père chez la souris de Californie conduit à une détérioration sociale et la modification structurelle des synapses, dopamine et glutamate dépendants dans l'écorce cérébrale, médiale et frontale. Ça signifie que si on va perdre, bien sûr, ce n'est pas le cas du lion qui mange ses enfants, mais si on va voir des animaux
et qui sont capables d'être caregivers, qui ont la possibilité et sont capables de donner des soins, on voit que la situation c'est la même dans quelle sorte de singe. Et après, il y a beaucoup de conséquences qui ont été déjà classifiées, par exemple, par les Américains, le département gouvernatif pour la santé. On a vu que sur la perte du parent du père, précisément, on a vu que les teenagers et les adolescents qui ont vécu sans le père ont beaucoup plus de probabilités de risque d'avoir alcoolisme, maladie psychiatrique, suicide, grossesse pas désirée et précoce. Mais on doit préciser quelque chose, que puisque le monde est en train de changer toujours, alors on doit dire que jusqu'à la fin des années 60, dans tout le monde occidental, même en Suède, les enfants étaient gardés par un seul parent. Le deuxième parent était marginalisé et fréquemment les enfants perdaient le contact avec elle, plus fréquemment lui. Dans les 1970, quelle cour aux États-Unis a commencé à attribuer aux deux parents la corresponsabilité parentale. Est née la garde partagée ou joint custody. Mais attention, tandis que des cours donnaient même une division équilibrée du temps de cohabitation chez les deux parents, d'autres cours, dans le même contexte de garde légalement partagée, continuent à reléguer un des deux parents dans le rôle de parents de 2 week-ends par mois. Naquit la distinction entre garde physiquement partagée ou alternée, joint physical custody, et garde légalement partagée, joint legal custody. On pourrait dire une déclaration des principes, une division des responsabilités, mais pas de temps de cohabitation. Il y a beaucoup de définitions. Le problème, c'est avec un but de recherche comparative sur le temps de partage, on doit définir un cut-off, on doit définir c'est quoi la garde physiquement partagée. On trouve dans l'histoire et dans les différentes nations beaucoup de définitions. Actuellement, prévaut la définition du gamme 33,3 contre 66,6. Et pour les Américaines, c'est 35%, et même pour les Australiens. Pas moins de 10 nuits passées avec chacun des parents et jusqu'au 50% du temps. En dessous, on parle de garde physiquement exclusive. Au-dessus, de garde physiquement partagée ou résidence alternée. Ça, c'est la définition qui prévaut. On va voir que dans les 1985, en Europe, il n'y avait pas un seul pays qui avait une garde physiquement partagée qui était regardant plus que 30% des mineurs. Dans le 2000, la situation de 30% est arrivée en Suède. Et maintenant, comme un virus de la Suède, la garde physiquement partagée arrive en Danemark, en Belgique. L'Espagne, c'est à 22%, mais il y a des grandes différences, puisqu'en Catalogne, dans les îles Baléares, dans la Corte valenciane, ils sont à 40% de garde physiquement partagée. Et en France, on est entre les 20 et 30%. Grâce aussi à la littérature, la recherche scientifique, les choses sont très lentement en train de changer. Et le 2 octobre 2015, le Conseil d'Europe, et ça c'est important même pour vous, a appelé les États membres à introduire dans leur législation les principes de résidence alternée. Et tout en limitant les exceptions au cas d'abus ou de négligence de l'enfant ou de violence domestique. Et comme vous voyez, il n'y a pas, par exemple, une exclusion causée par la conflictualité. Il n'y a pas une exclusion causée par différentes lignes éducatives. Il n'y a pas une exclusion causée par absence de communication entre les parents. Dans ce rapport, cette notion de résidence alternée désigne une modalité de résidence de l'enfant selon laquelle celui-ci réside de manière alternée avec chacun de ses parents pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées un jour, une semaine, voire un mois. Mais si vous allez voir les rapports fondants, on voit qu'il s'est fondé sur une répartition, une division 35 contre 65. Dans les préconisations du Conseil d'Europe, il y a aussi, dans le but du Conseil d'Europe, l'harmonisation des procédures. Puisqu'en effet, il y a de grandes différences entre les pays à propos de la définition de l'intérêt supérieur du mineur, comme on disait en relateur ce matin. Alors, Italie, Belgique et Suède sont trois pays qui ont une garde légalement partagée à 90%. Mais vous voyez qu'en Italie, une garde paritaire n'existe pas, 2%. Les 10 nuits par nuit, au moins 10 nuits par nuit, c'est seulement notre 3% d'enfants
qui peut l'avoir, tandis qu'en Suède, c'est les 40% d'enfants qui ont une garde paritaire, et en Belgique, c'est les 30%. Alors j'ai mené une recherche comparative et vous pouvez voir que la résidence alternée c'est très différent. En Suède, l'Espagne, en Belgique, en Danemark regarde plus ou à peu près le 30% des enfants, tandis qu'il y a des pays comme l'Italie que c'est le 100% des enfants. Mais ils sont tous enfants, c'est ça que je veux dire. Et ça c'est une estime du temps de cohabitation avec les parents que les anglo-saxons appellent less involved, le deuxième parent. Et il y a des grandes différences, comme nous avons déjà vu pour le garde paritaire. En Roumanie, Autriche, République tchèque, Slovaquie, Italie, la Grèce et la Suisse, c'est à niveau très bas. Alors, pourquoi il y a des différences si incroyables? J'ai fait le pédiatre, si votre enfant, si un enfant a une pharyngite causée par le streptocoque, vous venez chez moi et je donne probablement, sûrement, la même thérapie qu'on va donner en Suède, qu'on va donner à London, qu'on va donner par exemple en Grèce. Mais ici, c'est suffisant de passer une frontière pour voir que la situation change complètement. Il y a des cas vraiment intéressants. Les régions de l'Espagne, c'est suffisant de passer une frontière, 100 mètres, la probabilité d'avoir une résidence alternée tombe du 40% à 4%. Alors, le problème, c'est que cet argument a été toujours traité comme un thème local des droits des familles et pas comme un thème général des droits à la santé où on pourrait avoir une ligne directrice commune. Et alors, la communauté européenne dit, ce n'est pas ma compétence puisque c'est un problème des droits des familles. Ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est de bouger d'un champ juridique à un champ scientifique des droits à la santé des enfants. Et la situation, c'est la même dans les États-Unis. Si vous voyez le nord-est, c'est suffisant de passer de New Hampshire au Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Maine, Vermont, alors une situation très homogène avec la même langue, même la même culture de New England. Et bon, la situation change complètement en passant une frontière. Et ça, c'est pour moi pas admissible. Comme déjà dit, on ne doit pas mettre l'accent sur le rôle des aptitudes sociales et culturelles. En Catalogne, par exemple, la situation c'était jusqu'à il y a 6 ans, comme en Italie, et maintenant, avec une nouvelle loi, dans 6 ans, ils sont arrivés au 40% de résidences alternées. Et en Suède, jusqu'à la réforme de 1998, la situation était monoparentale avec une garde alternée attribuée seulement 1% de cas. Mais ils ont eu le courage de changer, effectivement. La Suisse, c'est un paradigme, selon moi, puisqu'il y a 3 principales communautés culturelles et linguistiques, mais les enfants francophones sont traités très différemment des Français. Même s'ils mangent la clette, vivent sur le lac Léman, aiment la fondue et prennent le bain dans le même lac Léman. Les germanophones très différemment des Allemands, et au moins jusqu'à 2014, les enfants de langue italienne très différemment des Italiens. Ils sont tous enfants. Importante différence, alors pour la garde exclusive au père, l'Italie a des règles mondiales négatives avec 0,7% et c'est presque le même de la garde aux services sociaux, 0,6%. Pour vous donner une idée, le pourcentage de mères, de femmes en âge de procréer est affecté par la toxicomanie, c'est 0,9. C'est encore plus que la garde exclusive au père. C'est intéressant, vous voyez les données, mais les données sont de 2012-2013. Ce qui est intéressant, c'est la Danemark et la Suède. Je parle de la Danemark, c'est le pays où la femme s'est plus émancipée, mais il n'y a pas une réserve indienne de la maternité, puisque si on va chez les juges, c'est très rare. Et 18% des divorces judiciaires se concluent avec la garde exclusive au père. Et en cas de garde partagée par les résidents judiciaires, les 27% des placements sont chez le père. Alors, les avantages de la résidence alternée.
Bon, ça c'est sûr, et ça, tout seul justifierait une extinction, une diffusion de la résidence alternée. La prévention du dommage de parental loss. Il y a une recherche très intéressante, l'étude française publiée sur population et société, population et society, il y a deux versions, qui a observé que seulement 1% des enfants en garde alternée partent de l'union avec les pères comparé aux 21% qui vivaient plutôt chez la mère. Et c'était très intéressant de voir que maintenant, les mineurs qui vivent dans des pays où il y a une grande diffusion de la résidence alternée ont beaucoup moins de probabilité de perdre les liens avec un parent. 12% en Danemark, 13% en Suède, mais 20-22% en Allemagne et 30% en Italie et en Grèce. Et de présenter alors conséquemment des conséquences sociales et même médicales comme on l'a vu en précédence. Alors, j'ai quelques études un peu de professeur Poussin, j'apprécie beaucoup la présentation. J'ai trouvé 73 recherches publiées entre les 1977 et 2014 dans des revues internationales avec un comité de lecture. Je ne parlerai pas de la méta-analyse de Hildegard-Sunderhoff, mais je dois parler de ça, que c'est la méta-analyse la plus importante dans le monde. C'est la méta-analyse de Linda Neal, c'est de la Wake Forest University. Elle a analysé toutes les recherches qui ont comparé la résidence alternée avec la résidence unique entre le 1989 et le 2014. Alors, il s'agit, comme vous voyez, de 40 recherches, 15% rapports gouvernementaux. Alors, la Suède, c'est un pays qui pas seulement change les lois, après va voir ce qui s'est passé après le change de loi. Ils ont un grand pourcentage de gardes alternés, mais ils étudient, le gouvernement étudie les conséquences sur la santé. 85% de recherches publiées dans des revues internationales avec comité de lecture. Ici, on définit à l'américaine, à la façon américaine, la résidence alternée comme le passage du temps entre 35 et 65% chez l'un et l'autre parent, comme je l'ai dit en précédence. On va analyser les résultats scolaires et cognitifs, les résultats émotionnels et psychologiques, l'agressivité, la délinquance, la drogue, l'alcoolisme, la santé physique et le tabagisme, les douleurs abdominales récurrentes, les troubles du sommeil, la qualité des relations père-enfant. Alors, les conclusions, l'étude, vous pouvez les trouver même sur Internet, c'est une étude très précise, très détaillée, assez compliquée. Voyons les conclusions. La résidence alternée en moyenne est significativement liée à de meilleurs résultats à tous les âges par un vaste nombre de mesures émotionnelles, comportementales et de santé physique. Il n'y a aucune preuve significative que la résidence alternée soit liée à des résultats négatifs pour les enfants en dessous de 4 ans. Troisième conclusion, les résultats ne sont pas positifs seulement dans le cas d'une histoire de violence domestique ou dans le cas d'un désaccord conflit père-enfant. Après, on devrait voir pourquoi il y a le désaccord, on devrait voir vérifier l'aliénation, mais comme vous voyez, on ne parle pas de conflictualité, on ne parle pas de lignes éducatives différentes entre le père et la mère. Quatrième conclusion, très intéressante, même si généralement on a une meilleure réussite de la résidence alternée en cas de faible conflictualité parentale et de meilleures ressources économiques, je dirais que ça arrive même, il y aurait même une meilleure réussite de la résidence unique en cas de faible conflictualité parentale et de meilleures ressources économiques. Ces paramètres ne sont pas suffisants pour expliquer les avantages de la résidence alternée comparée à la résidence unique. En fait, c'est très intéressant. Il existe une vaste littérature qui a observé qu'il n'y a aucune différence significative à propos de ces deux paramètres entre les couples en résidence alternée et les couples en garde physiquement exclusive. Il y a les références bibliographiques. Alors, je veux dire que s'il y a un conflit, ça ne peut pas être, la littérature va nous dire que ça ne peut pas être une raison pour exclure, pour éliminer la possibilité d'une résidence alternée. Certains chercheurs ont en outre signalé que fréquemment les résultats négatifs de la résidence alternée, habituellement attribués au conflit entre les parents, sont par contre une conséquence du temps limité consenti au père, puisque même dans les États-Unis,
pas seulement en Italie, sûrement même en Suisse, quand il y a des conflits, on ne peut pas donner la résidence alternée. Et si on ne donne pas la résidence alternée, les enfants passent beaucoup moins de temps, excusez-moi, chez leur père. Et après, il y a la méta-analyse de workshop qui a déjà très bien analysé et montré, expliqué par le professeur Toussaint, mais je vais dire la conclusion finale de la méta-analyse de l'article. Généralement, les résultats des études analysées, alors c'est comme a dit le professeur Toussaint, tous les choses concernant les enfants en dessous de 4 ans. Généralement, les résultats des études analysées dans cet article sont favorables au plan parental qui équilibre le temps des petits-enfants entre les deux maisons de la façon la plus égalitaire possible. Ça, c'est la conclusion de la recherche qui a été analysée et montrée par le professeur Toussaint. L'hébergement chez les papas ne cause pas de problème, on favorise chez les enfants la prise de conscience que les soins sont un devoir de deux parents, et pas seulement d'un seul. Et ça, c'est l'analyse la plus importante regardant les enfants au-dessous de 4 ans. Alors, ce que je veux dire, qu'il y a beaucoup encore à faire pour pénétrer le mur cartésien qui divise, surtout dans le sud de l'Europe, le monde du savoir de l'homme, les droits, la jurisprudence, même la littérature, du monde du savoir de la nature, l'alchimie, la biologie et la médecine. Et j'espère qu'avec un peu de patience, comme par exemple ce bateau que j'ai photographié dans la mer de la Groenlande, on pourra réussir. Et si les choses seront trop longues, il faut que je trouve un autre porte-drapeau qui porte avant cette bataille. Il doit être un porte-drapeau avec une perspective de vie très longue, comme ce charmant ami, peut-être je l'ai individué, très sympathique, qui peut vivre plus de 100 ans. C'est le temps judiciaire. De 100 ans, ce porte-drapeau pour avoir une perspective de conduire et finir ma bataille. Merci à tous. Je m'excuse pour telle faute de langue, mais je fais vous remarquer que je suis le seul relateur qui n'était pas dans 2 jours locuteur natif et qui n'a pu parler dans sa langue maternelle. Merci encore.